Pêle-mêle, avec des photos en noir et blanc de très petit format et au bord dentelé, sans doute est-ce un gendarme qui les a prises avec l'appareil dont il se servait aussi pour documenter ses excursions en famille, montrant une partie des ossements découverts le 25 septembre 1950 au pas du Bouc. On découvre dans la boîte conservée aux archives un portrait de Jacques Grumbach, sur lequel celui-ci affiche le même regard mélancolique et les mêmes cernes sous les yeux que le frère qui lui a survécu. Enfin, quelques photographies de Lazare Cabrero, le montrant sous deux aspects différents. Sur l'une, marchant dans une rue, coiffé d'un béret basque, cigare au bec et les mains dans les poches d'une Canadienne, il présente une certaine ressemblance avec Picasso, en plus rustique. Sur les autres, en famille, ou du moins accompagné d'une femme et d'un autre couple, vêtu d'un costume fripé et d'une chemise au col ouvert, court sur pattes, il semble avoir dégringolé depuis la photo précédente de plusieurs degrés sur l'échelle sociale. Telle qu'elle ressort de ces interrogatoires ou des informations communiquées au juge d'instruction par différents services, y compris la DST, Direction de la surveillance du territoire, la biographie de Cabrero, au moins dans ses épisodes les plus récents, ne le fait pas apparaître sous un jour particulièrement favorable. Né à Aguas, dans la province de Huesca, en 1899, fils de cultivateur ayant engendré pas moins de 6 enfants des deux sexes, Lazare, dès l'âge de 12 ans, est placé comme ouvrier agricole. Et quoi qu'il ait pu faire entre-temps, ce n'est qu'un peu plus de 20 ans plus tard qu'il est de retour à Aguas, sur les terres familiales, où il demeure jusqu'à ce que la province de Huesca soit conquise par les troupes franquistes, et reste entre leurs mains en dépit des efforts de George Orwell et de ses camarades, parmi d'autres, pour la reprendre. Antifasciste ardent, écrit la DST dans sa note transmise au juge d'instruction, Cabrero devient alors agent de renseignement pour le gouvernement républicain. La même note de la DST le présente comme un militant de la CNT, le syndicat anarchiste, et comme membre d'un service d'information de l'armée républicaine espagnole, deux engagements qui ne paraissent guère compatibles, à moins que Cabrero n'ait développé déjà cette propension à la duplicité dont il témoignera dans la suite de son existence. Après la défaite de la République en 1939, Cabrero se réfugie en France où il est interné 7 mois au camp du Vernet, avant de trouver un emploi chez des maraîchers près de Castelsarrasin, lesquels le décriront à la justice comme travailleur, honnête, sérieux, économe, de bonne conduite et de bonne moralité. À l'été 1942, Cabrero quitte Castelsarrasin pour Toulouse, puis s'installe à Ussat chez la veuve Courdil, d'où il mène une activité de passeur rétribué entre la France et l'Andorre. Plusieurs rapports, dont celui de la DST, qui le désigne par ailleurs comme un aventurier sans envergure, font état de son rôle d'agent de renseignement au service du 2e bureau français, à partir d'août 1942, puis des services secrets britanniques, et de nouveau à la fin de la guerre de diverses officines françaises d'obédience militaire ou policière. Tous ces services, commente dans sa note la DST, exploitant la connaissance approfondie qu'il possédait des activités clandestines en Andorre. En janvier 1946, ses affinités avec la maison ne l'empêchent pas d'être arrêté par la même DST, accusé d'avoir transmis au service espagnol, que de service, des renseignements confidentiels concernant un agent allemand, puis écroué à la prison militaire de Toulouse avant de bénéficier d'un non-lieu. Le 15 décembre 1947, enfin, il fait l'objet d'un arrêté d'expulsion prononcé par le préfet de la Haute-Garonne. Mais à cette date, ayant pris les devants, Cabrero vit déjà depuis plusieurs mois en Andorre, où sous couvert d'une activité agricole, mais toujours armé selon les rapports de la police andorrane, il s'adonne à la contrebande ou au vol de bétail. Et c'est dans l'exercice de cette dernière activité qu'en 1947, il blesse un éleveur d'Oza, en Ariège, assez grièvement pour l'expédier plus de 6 semaines à l'hôpital. Lorsque le juge d'instruction, à l'occasion d'une de ses premières auditions, lui fera part du soulagement exprimé par la population des vallées d'Andorre à la nouvelle de son arrestation, Cabrero lui répondra, dans un style qui sent sa retranscription par un greffier, que de telles informations sont faites pour le surprendre. Le 14 juin 1952, le jour de mon 3e anniversaire, soit dit en passant,
dont je présume qu'il fut célébré avec sobriété, la France étant cette année-là impliquée dans 2 conflits, dont le plus récent avait coûté la vie à l'un de mes oncles maternels, tandis que le plus ancien faisait encore peser la menace d'une 3e guerre mondiale. Le 14 juin 1952, livré par la police andorrane dans des conditions qui seraient flétries aujourd'hui comme attentatoires aux droits de l'homme, Lazare Cabrero est arrêté par la gendarmerie française au pas de la case. Lors de sa première audition par le juge Sylvestre, tout en reconnaissant avoir servi de guide au groupe dont faisait partie Jacques Grumbach, il nie toute responsabilité dans le meurtre de ce dernier, affirmant d'ailleurs avoir confié son arme, un pistolet automatique de 9 mm, à l'autre guide, Valeriano Trallero, lorsque celui-ci, dès la première halte, s'est séparé de la colonne pour redescendre vers Lussa. Sûr de lui, il insiste sur le fait qu'à la date de ce passage, leur groupe n'avait rien à redouter des Allemands, qui ne s'étaient pas encore déployés dans la région. À cette époque, déclare-t-il au magistrat instructeur, nous étions tranquilles et en pleine sécurité du fait des Allemands, au point où nous nous trouvions. Et qu'il n'avait par conséquent aucune raison de craindre que Jacques Grumbach, arrêté par ces derniers, livre des informations. Affirmation d'autant plus étonnante qu'elle contredit l'argument qui constituera par la suite le pivot de sa défense. Confronté avec la veuve Courdil, en effet, Cabrero est bientôt amené à reconnaître qu'il a volontairement donné la mort à Jacques Grumbach afin de sauvegarder les membres restants du réseau et en exécution des consignes de son chef de réseau. Et quand on lui fait observer que de son propre aveu, les Allemands à cette date et dans ce secteur ne constituaient pas encore une menace, Cabrero évoque en dernier ressort celle que faisaient peser sur le convoi les douaniers français. Assertion qui, lors du procès, donnera lieu à de vifs échanges entre son défenseur, soulignant que la police et la douane prêtaient la main à certains agissements contre les patriotes, et l'avocat général, apparemment peu averti des réalités de la collaboration, et indigné que l'on puisse mettre en cause le patriotisme des douaniers. Quant aux 7000 francs dérobés sur la victime, Cabrero, sans nier les avoir pris, prétend n'avoir agi de la sorte, une fois de plus, qu'afin de les soustraire à la cupidité de ces Allemands virtuels, ou de ces douaniers insuffisamment patriotes. Outre qu'il assure avoir remis à son chef, Julio Morchon, la totalité ou la majeure partie de cette somme. Enfin, s'il est obligé de reconnaître avoir également fauché la montre-bracelet de Grumbach, la bassesse du geste n'est-elle pas compensée par le don qu'un peu plus tard il fera de cet objet à l'un de ses proches en guise de cadeau de mariage ?